Alors, ça, c'est une question d'une importance clé. Comment créer des fondations, comment avoir une structure qui, sur le long terme, est capable d'innover, et puis ensuite, donc, de piloter des projets. Alors ça, c'est très clairement le contenu phare du module numéro 5, donc je vous conseille de suivre pour avoir une réponse beaucoup plus précise. Mais en quelques mots, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, en fait, on est capable de repérer ce qu'on appelle des bonnes pratiques. C'est-à-dire que les entités, les structures qui innovent, appliquent certaines grandes pratiques comme l'ouverture sur l'extérieur, la collecte d'informations et le traitement de l'information. Enfin bon, bref, il y a toute une série de bonnes pratiques. Et en fait, ces bonnes pratiques peuvent servir de référence. Ça ne nous dit pas ce qu'il faut faire, ça nous donne des indications sur ce que l'on pourrait faire et quelles sont les bonnes pratiques que l'on pourrait choisir pour sa propre organisation pour qu'elle soit innovante sur le long terme, de manière perpétuelle. Et de plus, ce qu'il faut savoir et qu'on vous expliquera dans le module numéro 5, c'est qu'on peut évaluer la capacité à innover d'une structure, c'est-à-dire l'évaluer par rapport à toutes ces pratiques qui existent et essayer de lui conseiller des choses. Et donc, ce travail sur ce que j'appellerais les fondations est vraiment important. Et ce qu'il faut voir pour vous qui voulez agir et pousser l'innovation, c'est qu'on a bien ces deux leviers bien différents qui existent, qui sont d'une part le fait d'avoir un cadre de travail propice à l'innovation, comme vous le dites, avec des bonnes pratiques qu'il faut mettre en place, et en même temps porter des projets qui vont bénéficier aux usagers. Donc la formule gagnante, qui est garante de pérennité, c'est de travailler à la fois sur le cadre de travail et sur des projets. Ça, c'est un point qui est important parce qu'il faut bien comprendre que lorsque l'on parle d'un projet innovant, on parle d'une construction qui évolue dans le temps. Et attention, une des spécificités et quelque chose qui est très captivant en innovation, c'est qu'on ne sait pas au départ ce qu'on obtiendra à la fin, à l'issue du projet, puisqu'il y a nouveauté. Alors, voyons bien les choses. Au départ, et souvent dans les phases initiales, il faut collecter des avis, des opinions, on va recenser des problèmes. Et donc, on va trouver toute une source d'inspiration pour démarrer l'innovation. Ça peut être aussi comparer ce qui se passe dans d'autres collectivités, dans d'autres espaces, dans d'autres territoires. C'est aussi écouter des chercheurs. Ça, je ne peux pas dire le contraire. Et puis donc, toutes ces personnes, toutes ces sources sont légitimes et tout à fait importantes. Mais attention, lorsque quelqu'un vous exprime un problème ou vous fait une demande, il ne faut surtout pas que le projet démarre sur ça. La principale source d'erreurs et d'échecs en innovation, c'est lorsqu'on cherche à répondre à des demandes brutes. Pourquoi? Parce qu'après, ces phases initiales où on collecte des informations qui sont donc des inspirations, des impulsions, il faut ensuite passer à une phase d'étude et de construction à plusieurs. Et c'est là qu'on retrouve l'analyse des risques, des études techniques et des tas de phases. Et il y a un point très, très important, c'est que lorsque l'on a toute cette légitime information initiale qui sert de point de départ, il y a une étape clé qui n'est pas citée dans votre liste, mais qui est très importante, c'est l'analyse des besoins. Il faut avoir très précisément la compréhension des besoins. Alors, en deux mots, qu'est-ce que c'est qu'un besoin? C'est quelque chose qui est une limite à l'action des autres, quelque chose qui les gêne, qui les bloque, qui les freine. Et c'est donc une dépendance par rapport à quelque chose, et il faut résoudre ça. Il ne faut pas résoudre le problème des gens, il ne faut pas répondre à des demandes en innovation, il faut répondre à des besoins. Et ça, c'est une phase critique. Et on voit bien donc qu'on a toute une phase où les gens s'expriment, etc. Et ensuite, on doit transformer ça sous forme d'études, mais rien n'empêche naturellement de retourner à l'origine et de voir avec les gens si ce que l'on va proposer, ce que l'on construit, est acceptable pour eux ou pas. Une excellente question, mais qui n'est pas facile euh, en termes de résolution. Disons, pour être très très clair et pour rester sur le comment, finalement,
on a toute une série de projets innovants qui peuvent être très différents. Vous avez des projets innovants sur lesquels vous avez déjà une idée bien précise sur ce que vous voulez faire. Vous voulez avoir une salle dans une crèche dans laquelle il n'y a aucun risque pour les enfants, absolument aucun risque. Donc vous avez déjà une idée précise et ce que vous allez simplement chercher, c'est des solutions techniques pour éviter les accidents. Et à ce moment-là, on voit bien qu'on a déjà quelque chose de très engagé, mais ça n'empêche pas d'être créatif sur les solutions et la façon de fonctionner. Donc, dans ce cas, l'agilité va être surtout sur les essais. Je teste certaines options que j'ai déjà en tête et je vais donc vérifier assez vite sur le terrain si ça fonctionne ou pas. Donc, on a quelque chose qui est assez contraint. Ce qui n'empêche pas d'innover et d'avoir à la sortie quelque chose d'assez original qui n'a pas été fait ailleurs et qui assure la sécurité des enfants et des personnels dans cette crèche. Et on a aussi des projets qui sont à l'autre extrémité sur lesquels on a simplement une intention. Par exemple, on a toutes ces initiatives aujourd'hui autour de la mobilité. Et ce n'est pas simple, c'est très très ouvert. En fait, ce qu'on sait, c'est qu'on veut quelque chose de plus durable et plus souple dans l'utilisation des moyens de transport et de la façon de se déplacer. Et donc là, on voit que apparemment, c'est là qu'on peut innover parce qu'il y a beaucoup d'options possibles. Mais non, on peut aussi innover dans des choses où on a déjà certaines contraintes. Et l'objet intermédiaire de conception, quelle que soit la liberté d'action qu'on a au départ dans le projet, est toujours un outil essentiel pour construire avec les autres. Ça, c'est un point qui est très très important. On l'a dit, on l'a vu. Quand on innove, on va faire quelque chose qui est nouveau, c'est-à-dire qu'on va apprendre à résoudre des problèmes. Or, c'est exactement la même chose que lorsque l'on éduque un enfant. Bien évidemment que l'enfant, de temps en temps, se trompe, de temps en temps, il fait des erreurs, de temps en temps, il lui arrive des petits accidents. Et donc, quand on va faire de l'innovation dans une structure, c'est exactement la même chose. Donc, il faut que la hiérarchie accepte l'erreur des collègues. Alors, attention, quand il y a erreur, il doit toujours y avoir en face aussi apprentissage, naturellement. Autre point très très important, lorsque l'on veut que les gens prennent des initiatives et le courage de s'exprimer, donner des idées, etc., il faut aussi qu'ils sachent qu'ils aient le droit à l'erreur. Alors il y a quand même deux points à associer en termes de pilotage sur la partie comment du droit à l'erreur. La première chose, c'est le fait que naturellement, il faut que dans les services publics, on puisse donner le droit à l'erreur sans dilapider l'argent du contribuable. Donc, il y a bien un lien entre le droit à l'erreur et les deniers publics. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi, naturellement. Et ça, chacun dans l'organisation doit en prendre conscience. Et il y a un deuxième point qui est important, c'est la notion d'expérimentation. Justement, quand le risque est trop fort, lorsque l'on pourrait investir trop par rapport à quelque chose qui est incertain, lorsqu'on n'est pas sûr de l'acceptabilité et de se tromper par rapport à ce que veulent les citoyens, eh bien, il faut faire des expérimentations très sérieuses, bien organisées, et donc tester les choses petit à petit. Et l'expérimentation est une phase qui permet de prendre quand même un peu de risque, d'accorder le droit à l'erreur sans trop de conséquences vis-à-vis du citoyen, vis-à-vis des élus et vis-à-vis de l'argent public. Alors, très clairement, avec les grilles que l'on a utilisées, les schémas d'évaluation du degré de nouveauté, on est très clairement à un degré de nouveauté modéré, je suis désolé, mais on peut faire des choses très, très intéressantes dans ce cadre-là. En effet, la formation ne va concerner que l'intérieur de la structure, que les compétences des personnes qui œuvrent dans le cadre de l'entité, donc le degré de nouveauté est modéré. Alors attention parce que euh, on voit bien déjà aussi peut-être une limite à tout ça, c'est que rien ne dit qu'avec un degré de nouveauté limité,
il ne faille pas prendre son temps, planifier les choses, promouvoir la formation pour que finalement elle passe mieux. Et puis, dans certains cas, n'oubliez pas aussi que les structures font appel à des organismes extérieurs et que là, le degré de nouveauté peut aussi commencer à être abordé sous l'angle d'une modification des relations entre les personnes qui travaillent dans l'entité, dans la ville, à la région, dans la structure, et l'extérieur, puisqu'il y a des partenaires extérieurs, des prestataires extérieurs qui viennent aider à la construction du module de formation. C'est une remarque tout à fait pertinente et d'ailleurs, je conseille de se reporter à la diapositive 5 de la présentation qui est en ligne, où il est bien indiqué, c'est vrai que l'on peut innover sur la manière de travailler, c'est-à-dire les tâches qui sont confiées aux individus, l'organisation, donc où on a une façon plus générale de travailler, et puis aussi sur les transactions financières, ça peut être important, en interne ou avec les autres structures d'appui au service public. Donc on peut innover sur tous ces aspects qui ne sont pas visibles par l'usager, et c'est donc de l'innovation en direction de l'interne. C'est tout à fait vrai. Mais attention, très souvent, lorsqu'on étudie l'innovation à l'intérieur d'une structure, on retrouve quand même ce qu'on appellerait une relation fournisseur-bénéficiaire. C'est-à-dire qu'il y a une structure quand même qui travaille, qui facilite le travail de l'autre. Donc on retrouve un tout petit peu cette relation qu'on a de parfois entre l'institution et l'usager. Et là, c'est plus en interne, relation fournisseur-bénéficiaire. Je donnerai un exemple. Lorsque vous avez un service technique qui est en charge des travaux dans les écoles, ce service technique peut très bien innover, mais il va falloir qu'il soit vigilant parce que finalement, à un moment donné, il va fournir des informations aux élus qui se rendent le soir dans les réunions dans les écoles. Et donc, on a bien une transaction ici entre une structure et un bénéficiaire qui, là, sera l'élu à l'intérieur de la structure, mais qui sera quand même bien un bénéficiaire de l'innovation. Oui, alors très exactement, la norme s'intitule Management de l'innovation et la référence, c'est ISO 56000 de 2020. Voilà, là vous aurez toutes les informations et c'est la norme internationale qui reprend en particulier toutes les références AFNOR françaises. Concernant la première question, la réponse est très clairement oui. C'est-à-dire que dès qu'on a une innovation qui trouve sa place dans la société, qu'on peut considérer comme un succès, forcément, il y a création de valeurs positives pour au moins une partie des parties prenantes. C'est-à-dire qu'une partie des personnes concernées, en interne de la structure ou à l'extérieur, parmi les usagers, ces gens-là, une partie d'entre eux gagnent quelque chose. Et alors, soyons précis, la valeur, ce qu'on appelle la valeur en innovation, a différentes natures. Je vais en citer quelques-unes. Il y a la valeur financière. Est-ce que les gens gagnent plus d'argent? Si par exemple, je fais une innovation en direction du commerce, est-ce que les commerçants vont avoir une activité plus prospère? Il y a aussi des aspects d'économie. Est-ce qu'en innovant, je réduis les coûts à prestation de services identiques ou supérieurs? Est-ce que je réduis les coûts? Donc il y a toujours une valeur, il y a une valeur qui peut être financière. La valeur aussi, ça peut être une valeur de notoriété, c'est-à-dire que je suis plus connu en innovant, j'ai plus de relations avec d'autres. Et puis aussi, naturellement, aujourd'hui, très important, où il y a une valeur autour de la durabilité. Est-ce que mon innovation me permet d'avoir un impact plus faible sur l'environnement, sur la dimension écologique? Est-ce qu'également, je peux avoir un impact positif sur le multiculturalisme ou des choses de ce type? Donc, oui, il y a toujours création de valeur, mais attention, on est dans des systèmes humains, ce qui veut dire que parfois, la valeur générée n'est pas équilibrée entre toutes les parties prenantes. Certains groupes bénéficient davantage des choses. Et donc, l'idée derrière l'innovation dans le service public, c'est quand même d'essayer d'avoir une répartition de la valeur qui va être générée, équilibrée, juste entre les différentes personnes.
Concernant la question numéro 2, en effet, aujourd'hui, il y a un souci, disons en tout cas une volonté dans le service public d'avoir une innovation qui est éthique. Alors, aujourd'hui, ce que je conseille comme référence, c'est de regarder ce qui se fait au niveau de la communauté européenne sur ce qu'on appelle le RRI, recherche et innovation responsable. Alors ce sigle un peu étrange veut dire qu'en fait, on cherche à avoir un impact éthique positif sur la société. Alors positif sur la société, ça veut dire quoi? Ça veut dire conforme à certaines valeurs morales que les élus politiques, les décideurs veulent impulser dans la société, au même titre que des associations. Alors, citons quelques exemples de valeurs éthiques qu'on retrouve sous l'intitulé RRI. Il y a par exemple l'équilibre des genres, c'est-à-dire est-ce que dans notre société l'innovation va favoriser le fait que les femmes et les hommes puissent vivre de la même façon avec les mêmes droits? Est-ce que l'innovation favorise l'information ouverte, c'est-à-dire l'accès à l'information de tous, tout en protégeant les données personnelles? Est-ce que l'innovation va tendre à éviter des groupes d'individus qui bénéficient beaucoup plus du fonctionnement de la société que d'autres? Donc, toutes ces valeurs éthiques que l'on retrouve sous le sigle RRI, c'est quelque chose qu'on cherche à travailler, à étudier et à pousser avec l'innovation. Alors, par exemple, aujourd'hui, notre équipe, nous, on travaille avec la communauté européenne pour repérer des bonnes pratiques de digitalisation, de numérisation qui vont dans le sens donc, de ces valeurs éthiques du RRI. Donc, je conseille, dans un premier temps, de regarder ce concept dont on trouve pas mal d'écrits sur Internet.